Ils sont arrivés à Kinshasa comme on arrive au centre du monde pour une nuit, dans une chaleur lourde, moite, saturée d'essence, de musique, de slogans politiques et de cris d'enfants. En octobre 1974, la Planète Boxe s'est déplacée au Zaïre pour un combat que presque personne n'ose encore appeler le combat du siècle, mais dont chacun sent confusément qu'il va dépasser le cadre du sport. George Foreman contre Muhammad Ali. La force brute absolue face au verbe, à l'histoire, à la revanche, à la légende vivante. Dans les rues de Kinshasa, on se compte déjà Ali Bomaye, Ali tue-le. Comme si le combat était une affaire collective, un cri lancé par tout un continent. Ali n'est plus le champion qu'il fut. 7 ans plus tôt, on lui a arraché sa ceinture pour avoir refusé la guerre au Vietnam. On l'a privé de ring, de titres, de lumière. Il est revenu, bien sûr, trop grand pour disparaître, mais il a perdu contre Frazier. Il a été éprouvé, marqué. À 32 ans, il n'a plus les jambes de 25. Il parle toujours autant, par contre, mais beaucoup le croient fini. En face, Foreman est une montagne. Champion olympique à Mexico en 1968. Champion du monde depuis qu'il a détruit Joe Frazier en 2 rounds. Il est invaincu. Il ne boxe pas, il écrase. Il ne feinte pas, il abat. Le combat aurait pu avoir lieu à New York, à Las Vegas, dans un écrin classique. Il se déroule à Kinshasa, à l'aube, pour coller aux horaires américains, dans un stade offert par le dictateur Mobutu qui veut montrer son pays au monde. Le ring est planté comme un temple fragile au milieu d'un tumulte qui dépasse largement les cordes. On sent que quelque chose va se jouer qui n'appartient déjà plus totalement à la boxe. Ali arrive en premier au Zaïre. Il s'immergit immédiatement. Il parle aux enfants, aux vendeurs, aux policiers, aux dockers. Il fait des blagues. Il déclame des poèmes, il moque Foreman devant les caméras locales. Il devient un symbole pour une population qui voit en lui un homme noir debout face à un monde blanc, un homme qui a dit non à l'Amérique quand l'Amérique exigeait qu'il aille tuer pour elle. Foreman, lui, reste en retrait, beaucoup plus froid, plus solitaire. Il s'entraîne dur. Une blessure à l'arcade retarde le combat. Ali gagne encore du temps, du terrain, des cœurs. Dans les jours qui précèdent l'affrontement, les pronostics sont massifs, presque écrasants contre Ali. Les bookmakers ne lui laissent qu'une chance infime, les journalistes parlent d'un combat dangereux, presque irresponsable car certains redoutent l'accident. Foreman frappe trop fort, Ali ne peut plus danser assez longtemps. Mais Ali sourit, il dit qu'ils ont tous oublié quelque chose. Il dit qu'il est plus malin qu'eux, il dit que le monde va apprendre ce qu'est la vraie stratégie. Le 30 octobre 1974, peu avant 4 heures du matin, Kinshasa ne dort plus, le stade est une cuve en fusion, il fait déjà chaud, l'air est dense, les projecteurs découpent la nuit. Ali s'avance vers le ring avec cette démarche presque flottante, ce sourire qui tient à la fois de la provocation et de la foi. Foreman entre après, plus massif, plus sombre, comme une force de la nature qu'on aurait enfermée dans un homme. Quand la cloche sonne, on comprend immédiatement que ce combat ne ressemblera à aucun autre. Dès le premier round, Foreman impose sa logique, il avance, il cogne, découpe l'espace avec ses bras lourds. Ali ne fuit pas comme on l'attendait. Il recule parfois, mais il reste surtout contre les cordes. Il baisse les gants, il provoque, il parle, il encaisse. Chaque coup de Foreman résonne comme un coup de massue sur une porte métallique. Le public retient son souffle, les commentateurs se demandent s'il ne commet pas une erreur fatale. Mais Ali ne panique pas. Il absorbe, il dévie, il plie sous l'impact mais ne cède pas. Il répond par quelques droites claquantes, rapides, presque insolentes. Le round est pour Foreman bien sûr, mais Ali est toujours là. La deuxième ressemble au premier. Foreman frappe toujours aussi lourdement, il cherche le chaos avec une patience brutale. Ali reste contre les cordes, dans ce qui ressemble à une posture suicidaire. Les coups pleuvent sur ses bras, ses flancs, parfois son visage. Son buste encaisse comme un coffre-fort. Il serre les dents, il s'enferme dans sa garde, mais à chaque accalmie, il lâche une série éclair comme pour rappeler qu'il n'est pas simplement un sac. Dans les tribunes, on crie, on s'inquiète, on encourage Ali. L'Afrique a choisi son camp. Au 3e round, quelque chose commence à changer. Foreman frappe toujours aussi fort, mais ses attaques sont un peu moins fluides. Il commence à forcer. Ali lui parle encore davantage. On le voit murmurer à son adversaire, lui dit qu'il frappe comme une petite fille, qu'il n'est pas si puissant que l'on prétend. Provocation ultime. Foreman s'agace, il charge, il se dépense. Les coups d'Ali deviennent plus précis. Il touche Foreman au visage, il touche à l'orgueil. Le 4e et le 5e sont une étrange danse lente entre la destruction annoncée et l'usure invisible. Foreman détruit les bras d'Ali, ses côtes, son ventre, mais Ali s'appuie sur les cordes qui absorbent une partie de l'impact. Et il s'économise. Il économise ses forces comme un joueur d'échecs laisse son adversaire avancer ses pièces trop loin. Le public ne voit pas encore clairement le piège. Les visages sont tendus. Les journalistes notent que Foreman gagne tous les rounds. Techniquement c'est vrai, stratégiquement quelque chose est déjà en train de se retourner.
Au 6e et au 7e round, pour la première fois, Foreman cesse de sourire. Sa respiration est plus lourde. Il a l'air surpris par la résistance de cet homme qu'on disait fini. Il semble soudain moins précis. Ali, toujours verbal, semble presque frais par comparaison. Puis vient le 8e round, celui que personne n'oubliera jamais. Ali encaisse encore quelques coups, puis soudain il se redresse. Il sort des cordes avec une vitesse qu'on ne lui connaissait plus. Il déclenche une combinaison parfaite, une droite fulgurante. Le dernier coup, un crochet net, précis, frappe le menton de Foreman avec une violence chirurgicale. La montagne vacille, les jambes de Foreman se dérobent, il tombe. Le silence dure une fraction de seconde, puis le stade explose. Foreman tente de se relever, mais son corps ne répond plus à la vitesse qui lui est demandée. L'arbitre compte, le champion invincible est à terre, le combat est terminé. Muhammad Ali est de nouveau champion du monde. Ali lève les bras. Il n'a pas seulement battu George Foreman, il a battu une époque qu'il avait condamnée. Le monde se réveille avec cette image immensément contradictoire. L'homme qu'on disait fini est de nouveau roi, et celui qu'on croyait invincible est tombé. Le Rumble in the Jungle devient aussitôt plus qu'un combat. Cette nuit-là, dans la chaleur de Kinshasa, il n'y avait pas encore de légende écrite. Il n'y avait que des poings, de la sueur, des cordes qui vibraient, un homme adossé à sa propre limite et un autre qui attendait patiemment que la tempête passe. Et au moment exact où la force a cru triompher, l'intelligence a frappé. Une seule fois, parfaitement, et Muhammad Ali devient le GOAT, the greatest of all time, le plus grand de tous les temps.